Tout le monde mérite d'être riche. De l'auteur, Olivier Seban. Lu par Livre Académie. Introduction. Fausses croyances et réalité. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Jules Renard. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils capables de s'enrichir, alors que d'autres n'y arriveront jamais? Les obstacles sont-ils d'ordre matériel, spirituel ou psychologique? Avec le recul, j'ai acquis la certitude que seuls ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour s'enrichir n'y arriveront jamais, et que l'enrichissement est à la portée de tous à condition de posséder une éducation adaptée au sujet et d'avoir la volonté d'y arriver. La bonne nouvelle, quand on ne sait pas nager, on peut toujours apprendre à le faire. C'est pour cette raison que ce livre ne parle pas uniquement de votre argent, mais de ce que vous devez faire pour le mettre à votre service et vous enrichir durablement. Avant toute chose, il est nécessaire de laisser tomber vos a priori et tout ce que l'on vous a mis dans le crâne au sujet de l'argent et de son côté sulfureux. Ces croyances ne servent que d'alibi pour se conformer à une éducation parentale, scolaire, spirituelle et économique fondée sur la méfiance à son égard et l'ignorance de principes élémentaires qui régissent son fonctionnement. Elles ne font que nourrir et renforcer des convictions erronées, trop communément admises, qui nous incitent à prendre les mauvaises décisions ou exprimer des avis bien trop tranchés sur le sujet. D'une manière générale, la plupart de ces grandes idées sont fausses et ne font que générer des attitudes inadaptées à notre vie moderne. La conséquence directe de l'application de ces croyances et mensonges est un accroissement inéluctable des écarts entre les riches et les pauvres. Deux paradoxes démontrent bien l'ambiguïté de nos comportements à l'égard de l'argent. Bien que la plupart d'entre nous le convoitent officieusement, l'argent est officiellement détesté. Par les pauvres pour justifier qu'ils n'en ont pas. Par les riches qui jugent plus prudent de vivre caché. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais peu de personnes essaient vraiment de comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur parti. Ce comportement timoré relevant plus souvent de l'ignorance des mécanismes de base ou de la peur du qu'en dira-t-on. Pourtant, l'argent est utilisé au quotidien par chacun d'entre nous. À la différence que les riches savent le mettre à leur service et ne se posent pas de questions pour leur avenir, alors que les plus pauvres le convoitent dès le 10 du mois et redoutent de le perdre dès qu'il faut l'utiliser en dehors du quotidien. Cette réaction craintive aura souvent pour effet de paralyser ou de freiner leurs actions au moment opportun. Ainsi, il manque les opportunités qui pourraient les aider à changer de camp. C'est parce que nous avons tous besoin de manger et de nous loger que notre vie en société est avant tout économique, et que l'argent est omniprésent dans notre quotidien. Ce qui implique que notre qualité de vie sera inévitablement la conséquence de nos actes et de nos décisions économiques. Dès lors, il nous reste deux solutions, le bouder ou l'apprivoiser. Si vous tenez réellement à vous enrichir mais que vous êtes fâché avec l'argent, vous avez intérêt à vous réconcilier rapidement. En effet, si vous ne l'aimez pas un minimum, si vous n'apprenez pas à le connaître, il y a peu de chances qu'il daigne travailler pour vous. L'enrichissement, c'est avant tout une grande aventure humaine et une expérience de vie souvent unique, dans tous les sens du terme. Mais force est de constater que peu de choses nous préparent à la vivre correctement, et sûrement pas l'école qui renforce son aspect mystique par le simple fait que le thème de l'argent n'est jamais abordé en classe. École qui se borne à dispenser une connaissance adaptée à la vie professionnelle, tout en oubliant l'aspect économique du quotidien. Résultat, et sans connaissance préalable des mécanismes de l'argent, la plupart des jeunes sont happés par la société de consommation et n'hésitent pas à contracter des crédits à tort et à travers pour se payer les jouets de la vie moderne. Conséquence, on observe une explosion du surendettement chez les moins de 25 ans. Pire encore, ceux-ci entrent dans la vie active en reproduisant les schémas parentaux sans se poser de questions. Ils travaillent toute leur vie pour payer leurs factures, rembourser leurs crédits, acquitter leurs impôts, et comptent sur l'État pour assurer leur retraite. Au final, ils ne travaillent plus pour vivre, mais vivent uniquement pour travailler. Argent, tabou et fausses croyances. À l'inverse des anglo-saxons, beaucoup moins complexés sur le sujet, je ne vous apprendrai rien en déclarant que l'argent est mal vu dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Ce blocage typiquement latin, conséquence de l'héritage spirituel d'un certain nombre de certitudes plus ou moins bien assumées, s'avère être un puissant frein à l'enrichissement. Et que ce soit au travers des religions, des sectes ou d'autres instances manipulatrices, une bonne partie du monde repose sur de fausses croyances, rarement vérifiées,
qui se révèle génératrice de comportements biaisés et inadaptés. L'argent n'échappe pas à la règle. Et pour toutes les raisons déjà évoquées et sur lesquelles je reviendrai plus loin, j'estime que tout ceci représente un danger réel. D'une manière générale, ces comportements reposent sur des croyances essentiellement d'ordre psychologique ou comportemental que l'on appelle croyances limitatives. Celles-ci ne font qu'ériger des barrières qui nous empêchent d'agir en générant des fausses excuses du type « je n'y arriverai pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens », souvent parce qu'il est plus facile de ne pas savoir, de ne pas agir et de ne rien changer. Ou encore, par conformisme, facilité et tranquillité d'esprit, nous avons tendance à reproduire les schémas parentaux, parce que ne pas changer notre modèle principal, celui de nos parents, c'est, en principe, ne pas prendre de risques. Donc pas de remise en cause et nous restons dans les cercles vicieux. Ces fausses croyances nous paralysent et sont généralement infondées. Et si nous nous référons aux études économiques qui rapportent que 20% de la population détiennent 80% des richesses, nous pouvons logiquement penser que ces croyances sont perpétuées par la plus grande majorité qui ne fait que véhiculer des idées incitant la reproduction de modèles habituels et inefficaces, jamais remis en question. Au final, elles ne font que générer des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs de richesse. Elles sont pourtant communément admises et enfouies dans ce que j'appellerais notre subconscient actif, relatif aux actions que nous effectuons quotidiennement sans y réfléchir. Penchons-nous sur les plus importantes et regardons en quoi nous pouvons modifier notre comportement pour atteindre nos objectifs. Croyance numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est faux. Certainement la plus grosse escroquerie morale de tous les temps. Si vous avez besoin de vous en convaincre, demandez à un pauvre ce qu'il en pense. Seuls les utopistes croient ou veulent encore croire que l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. Je ne sais pas d'où vient cette croyance. Certainement de riches qui ne veulent pas vendre la mèche, mais si l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire qu'il y contribue fortement. Indéniablement, si vous savez l'utiliser pour le bien-être de ceux que vous aimez, il sera sans aucun doute votre plus fidèle allié. Il vous permettra d'évacuer la peur du lendemain, de profiter de la vie et de ses plaisirs en apportant une sérénité propice à l'épanouissement de chacun. Croyance numéro 2. L'acquisition de richesses se fait au détriment des autres. C'est faux. Cette idée typiquement issue de notre éducation, elle sert avant tout d'alibi pour justifier une politique d'inaction ou générer des avis négatifs envers ceux qui essaient de s'enrichir. Je remarque surtout qu'il est plus facile de dénigrer ceux qui agissent que d'agir soi-même. Ce type de croyance permet également de justifier son ignorance de l'argent et d'être bien vu par la majorité bien pensante. En réalité, la plupart des investissements que vous serez amenés à réaliser seront purement et essentiellement basés sur des relations gagnant-gagnant. Lorsque vous achetez des actions en bourse, même si vous ne savez pas exactement qui vous les vend, c'est noyé dans le flux des transactions, vous n'avez pas lésé le vendeur. Généralement, il met ses actions en vente parce qu'il estime qu'elles vont baisser, ou que le gain réalisé lui suffit. De votre côté, vous décidez de les acheter car vous pensez qu'elles vont monter. Même si chacune des deux parties a une raison diamétralement opposée à celle de l'autre de concrétiser cette transaction, aucune des deux n'a été flouée. Croyance numéro 3. S'enrichir demande beaucoup de temps. C'est faux. Une croyance de fainéant. Hormis quelques cas très spécifiques, je ne connais personne qui se soit enrichi en quelques jours. Un minimum de temps est nécessaire pour laisser grandir les arbres qui porteront les fruits de votre richesse. Ne croyez pas pour autant que cet enrichissement prendra 20 ou 30 ans. Dans beaucoup de cas, vous pouvez vous enrichir en une dizaine d'années et générer suffisamment de richesse pour entrevoir un avenir plus serein. En ce qui concerne le temps de travail requis pour s'enrichir, il est évident que cela ne tombera pas tout seul dans votre poche et que vous devrez y consacrer un peu de temps. Disons 30 minutes par mois, et encore, pas tous les mois. Dans la pratique, s'enrichir ne prend pas plus de temps que de s'appauvrir. C'est surtout et avant tout une façon d'appréhender les choses. Seul le mode de pensée et la nature de ces pensées détermineront le comportement que vous adopterez vis-à-vis de l'argent et vous conduiront dans une direction ou une autre. Croyance numéro 4. Il faut déjà avoir de l'argent pour s'enrichir. C'est faux. Encore une fausse croyance qui limite l'action. En adhérant à ce principe, vous sous-entendez qu'en naissant pauvre ou désargenté,
il est inutile d'essayer de s'enrichir. Toutes les stratégies d'enrichissement que je vous propose dans ce livre partent du principe que vous n'avez aucun patrimoine, et je vous démontrerai sans ambiguïté qu'il est possible de s'enrichir en suivant des stratégies simples et accessibles à tous. Par-dessus tout, vous découvrirez qu'en matière d'argent beaucoup de personnes ordinaires sont capables de faire des choses extraordinaires. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est le désir d'y arriver, pas d'argent. Croyance numéro 5. Pour prospérer, il suffit d'avoir un bon métier. C'est faux. Rappelez-vous ce que disaient vos parents, ou ce que vous dites peut-être à vos enfants. Travaille bien à l'école, pour avoir un bon métier. C'est ce que la plupart des parents répètent à leurs enfants. Parce que c'est un schéma rassurant, surtout pour eux, que de disposer d'une paye qui tombe tous les mois. Pourtant, si vous voulez vraiment vous enrichir, la réalité est tout autre. Lisez les journaux économiques ou People, qui relatent la réussite de Monsieur X ou Y. Aucun article ne mentionnera qu'ils ont fait fortune en allant au travail sagement chaque jour de la semaine. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pourrez pas vous enrichir, même si vous travaillez dans l'administration. Je dis seulement qu'il y a peu de chances que vous arriviez à vous enrichir avec votre seul salaire. En revanche, comme tous ceux qui n'ont pas de patrimoine, votre emploi et votre capacité de travail représentent un actif important qui, correctement utilisé, sera votre première source de richesse. Je vous montrerai comment l'utiliser au mieux pour évoluer et franchir les barrières. La vraie réponse, et une des solutions à l'enrichissement, ce n'est pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Travailler plus dur peut être générateur d'augmentation, mais c'est surtout la façon dont vous utiliserez votre argent qui décidera de votre avenir. Le but est d'avoir 2 emplois, un pour vous, un autre pour votre argent. Faites en sorte de l'utiliser au mieux et il deviendra votre plus fidèle serviteur et travaillera pour vous sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ne pensez pas que vous aurez besoin de beaucoup de temps ou d'énergie. Paradoxalement, vous découvrirez que l'enrichissement intelligent c'est surtout lorsque vous faites un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Nous sommes condamnés à nous enrichir. Le 28 avril 2005, Libération faisait mention d'un rapport du CERC, Centre d'études des revenus et des coûts, dans un article titré « Pour un salaire t'as plus rien ». Je vous rapporte ici cet article. Le niveau de vie des ménages qui ont leur salaire pour seul revenu s'est effondré depuis 20 ans. Affirme jeudi une étude du CERC selon laquelle la condition salariale est aujourd'hui comparable à ce qu'elle était il y a un demi-siècle. Les récentes revendications salariales ne sont pas le fruit d'une illusion d'optique liée à l'annonce de profits boursiers records, souligne l'étude. Le salaire net moyen n'a guère connu de progression du pouvoir d'achat depuis la fin des années 1970. Au total, sur les 25 dernières années, les gains du pouvoir d'achat sont restés minimes, de l'ordre de 0,2 à 0,3% par an, largement inférieur à l'évolution du niveau de vie moyen en France, souligne le CERC. Cette quasi-stagnation du pouvoir d'achat du salaire net moyen est d'autant plus remarquable que le niveau moyen de qualification de la main-d'œuvre salariée n'a cessé d'augmenter tout au long de la période, relève l'étude. À structure de qualification constante, le salaire net moyen a donc connu une perte de pouvoir d'achat comprise entre 4 et 8% depuis 1978, estime le CERC. Cette détérioration a touché tous les salariés, qu'ils travaillent dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Au total, le niveau de vie des ménages n'ayant que leur salaire comme revenu a fortement chuté depuis 1982. Très rapide dans la première moitié des années 1990, elle a marqué une pause à partir de 1997, avant de reprendre en 2002 et 2003. Aujourd'hui, la place des ménages de salariés ou de chômeurs dans l'échelle des niveaux de vie est comparable à celle qui prévalait au milieu des années 1950, affirme le CERC. Cet état de fait n'est pas seulement réservé à la France. Dans tous les pays, les constats sont identiques. Les riches sont de plus en plus riches. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les écarts continuent de se creuser. Et ce n'est pas près de changer. Heureusement, la situation n'est pas irrémédiable mais, à moins de gagner au loto, environ une chance sur 14 millions, ou d'hériter d'un oncle inconnu, votre escarcelle ne se remplira pas toute seule. C'est à vous de prendre votre destin financier en main. Si vous voulez vous enrichir pour assurer votre avenir et celui de vos enfants, ou si vous tenez à leur laisser quelque chose après votre mort, il faut agir.
Et si vous pensez que l'État sera toujours là pour s'occuper de votre santé et de vos retraites, vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'État ne sait faire qu'une seule chose. L'État fabrique des pauvres toujours plus dépendants de sa capacité à régler les problèmes. Ne vous faites aucune illusion. Il est fort probable que nous nous approchions de la fin de l'État-providence. Depuis des dizaines d'années, celui-ci démontre son incapacité à régler le problème du chômage, des retraites, de la santé, et ne cesse d'augmenter les différents impôts et taxes pour masquer son incompétence et combler les déficits de ses institutions. À terme, les différentes prestations seront profondément remodelées et transformées, voire réduites. Et ce n'est pas parce que les syndicats appelleront à la grève générale que les caisses se rempliront. Avec 13 milliards de déficit, notre bonne vieille Sécu est devenue l'insécurité sociale. Il est évident qu'elle ne pourra pas éternellement subvenir aux besoins de tous avec la même qualité de soins. Ce sont essentiellement les pauvres et les classes moyennes qui en souffriront le plus et payeront les pots cassés. À l'image des dernières réformes qui imposent de participer aux frais de consultation et d'hospitalisation forfaitairement sans discrimination entre riches et pauvres. Le riche, moins dépendant, s'en fiche et s'octroie les services d'un spécialiste. Les pauvres paient et souffrent. Même constat pour les retraites. L'allongement du délai de cotisation affectera surtout les pauvres qui travailleront plus dur et plus longtemps. Ce qui implique, mathématiquement, qu'ils profiteront moins de leur retraite, bien qu'ils auront payé leur part et contribué à payer aussi celle des riches. Idem pour les allocations chômage. Les ACDIC et UNEDIC affichent un déficit abyssal de 14 milliards d'euros. Les remarques précédemment formulées pour la sécurité sociale restent identiques et parfaitement valables. Avec cette petite parenthèse, à mon sens, les prestations chômage sont trop attractives et n'incitent pas au travail. Elles devraient aider celui qui perd son emploi à vivre en attendant d'en retrouver un, pas remplacer son salaire. À trop tirer sur la corde, celle-ci cédera. Si les abus continuent, il n'y aura plus d'assurance chômage pour les générations à venir. Je ne cherche pas à critiquer les gouvernements. Je ne fais qu'analyser les choses et regarder l'impact économique possible pour chacun d'entre nous. Les hommes politiques changeront, peut-être, les lois pour s'adapter aux différents contextes à venir. D'ici là, le citoyen lambda a sérieusement intérêt à penser à son avenir et arrêter de croire que aide-toi et le gouvernement t'aidera. Moralité, vous devez vous prendre en charge. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Soyez conscient que les résultats et les conséquences dépendront uniquement de ses aptitudes, de sa bonne volonté ou de son éthique. Si vous êtes dépendant de l'efficacité des autres, vous êtes en danger, ou alors vous croyez encore au Père Noël. L'actualité illustre chaque jour un peu plus la création insidieuse d'un potentiel de précarité. Je ne dis pas que tout sera aussi noir ni que le pire arrivera. Mais pourquoi prendre ce risque ? D'autant plus qu'il n'est pas vraiment difficile de se prémunir contre les aléas de la vie. Les solutions existent et passent obligatoirement par un enrichissement personnel qui vous permettra de gagner votre indépendance. Enrichissez-vous. Passons aux aspects positifs et à la première bonne nouvelle. Il est possible de s'enrichir, c'est accessible à la plupart d'entre nous et cela n'a jamais été aussi facile. À condition toutefois d'être réellement motivé, d'en avoir la volonté, le désir, et d'être intimement convaincu qu'il est possible d'y arriver. Bien sûr tout le monde veut être riche, mais votre compte en banque ne se remplira pas par l'opération du Saint-Esprit. Seuls vos actes et vos décisions rendront cela possible. Je sais par expérience que certains d'entre vous considéreront ce livre comme une simple aventure intellectuelle et qui l'oublieront aussi vite qu'ils l'ont découvert, alors que d'autres prendront plus au sérieux tout ce que je dévoilerai. Dans tous les cas, surtout si vous êtes convaincu de son intérêt, n'hésitez pas à partager son contenu avec d'autres. Appliquez les principes que je présenterai et vous prendrez en main votre avenir en bâtissant les fondations d'une liberté financière que beaucoup vous envieront. Certains d'entre vous seront sceptiques à la lecture de cette dernière affirmation et douteront qu'on puisse s'enrichir durablement grâce à un livre à 20 €. Ils ont raison. Soyez sceptiques et n'acceptez d'être convaincus que lorsque vous aurez vérifié par vous-même tout ce qui sera énoncé. C'est la seule façon d'intégrer correctement ces nouvelles connaissances. Objectif du livre.
Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'aucune école ne vous a jamais appris sur l'argent. Prenez mon cas. Je n'étais pas un cancre, mais mon manque d'affinité avec les études m'a conduit à être renvoyé 3 fois de l'école. Pourtant j'étais financièrement indépendant et millionnaire à 32 ans. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Bien au contraire. Je considère qu'une bonne éducation est un sérieux atout pour prospérer, mais insuffisant pour s'enrichir. Seule une éducation financière et une connaissance adaptée vous permettront de développer votre potentiel économique dans les meilleures conditions. Ce livre n'a pas pour vocation de faire de vous un multimilliardaire. Les super riches ne sont que des cas particuliers, 4 scènes sur la planète, et ne nous intéressent pas directement. En revanche, vous allez découvrir qu'il est relativement facile de commencer à s'enrichir, et d'assurer son avenir en gagnant quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros dans les 10 années à venir. Cet ouvrage n'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent passer du bon côté de la barrière et s'enrichir. Il est également destiné à tous ceux qui veulent apprendre à garder leur argent et à le faire fructifier. Dans les pages qui suivent, vous ne trouverez que du concret, du pragmatique et surtout des stratégies qui fonctionnent réellement. La plupart des exemples cités sont réels, avec preuve à l'appui pour certains. Les différentes conclusions et remarques s'appuient sur des expériences vécues ainsi que sur des réalités économiques. Vous découvrirez également qu'il n'y a aucune formule magique, seulement des schémas gagnants facilement reproductibles. Plus vite vous les intégrerez, plus rapidement vous construirez les fondations de votre avenir et de votre enrichissement. Vous êtes déjà riche mais vous ne le savez pas. Le but avoué de ce livre est de fournir un mode d'emploi pour l'élément central de notre vie économique. L'argent. Il vous aidera à modifier vos comportements pour les adapter à vos objectifs et à penser en riche. Vous apprendrez à mettre en œuvre toutes vos ressources personnelles et à matérialiser la valeur que nous avons tous en nous, à commencer par notre travail qui représente notre premier actif. Je vous montrerai comment utiliser les meilleurs véhicules d'enrichissement que les riches affectionnent, et surtout vous découvrirez qu'ils sont accessibles à tous. J'ai essayé de rendre cet ouvrage attrayant et facile à lire pour que vous vous y intéressiez le plus possible. Vous ne trouverez aucun livre, en tout cas à ma connaissance, qui explique aussi concrètement comment vous pouvez vous enrichir et prospérer. J'espère que celui-ci sera un précurseur en la matière. Première précision, la vision du monde que j'exprime dans ce livre est très binaire. Vous êtes riche ou pauvre. S'il vous plaît, ne soyez pas choqués si j'emploie ces mots de façon trop catégorique. Je ne présage en rien de votre fortune ou infortune. Ces mots sont uniquement là pour qualifier des comportements types. Je sais que le monde n'est pas noir ou blanc et qu'il existe une infinité de possibilités entre ces deux extrêmes. Deuxième précision, la plupart des exemples cités me concernent plus ou moins directement. Le but n'est pas d'écrire un livre destiné à ma gloire personnelle, mais de démontrer qu'il est réellement possible de s'enrichir et que ce n'est pas très compliqué. Imaginons maintenant que vous assistiez à l'un de mes séminaires, Comment s'enrichir en 10 leçons. Chapitre numéro 1. Un premier pas vers la richesse. La connaissance. Le plus court chemin entre la pauvreté et la richesse. Comment devient-on riche? Pour commencer ce séminaire, je voudrais vous poser une question. Pourquoi certains individus sont-ils capables de s'enrichir, alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Parce qu'ils sont plus malins que les autres. Cela peut être vrai, mais comment définissez-vous le mot « malin » ? La personne hésite et finit par dire « disons que malin veut dire intelligent ». Admettons. Dans ce cas, combien de personnes de votre entourage sont à la fois riches et intelligentes? Pas de réponse. En réalité, plusieurs études ont démontré qu'il n'y avait aucune corrélation entre les personnes dites intelligentes et les personnes riches. Mon interlocuteur persévère et reprend. Alors disons que intelligent signifie cultiver. Très bien. Alors combien de personnes connaissez-vous qui sont à la fois très cultivées et riches? 5, 10, 20? Si la richesse était le propre des savants, cela tendrait à dire que la plupart des instituteurs, professeurs, chercheurs et autres érudits sont riches. Pourtant il a été maintes fois prouvé, et je vous le démontrerai plus loin, que le niveau de richesse n'est absolument pas lié au niveau de culture. Ceci ne veut pas dire que les individus cultivés ont moins de chances de devenir riches,
mais que la culture générale n'est pas un préalable obligatoire. Certains s'enrichissent parce qu'ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Vous voulez dire qu'ils sont chanceux? Oui, ils ont plus de chance que d'autres. La chance a effectivement sa place et le sujet est intéressant. Nous y reviendrons en détail un peu plus loin. Pour le moment, répondons à cette nouvelle question. Connaissez-vous quelqu'un qui doit sa richesse au simple fait qu'il est suffisamment chanceux pour gagner régulièrement aux courses ou au casino? Autre proposition, on devient riche en héritant. C'est vrai. Mais en pratique, on s'aperçoit que peu de personnes en bénéficient. Savez-vous que 50% des gens finissent leur vie avec moins de 100 000 euros de patrimoine? Euros qui seront partagés entre les héritiers, sans compter la part que prélèvera l'État. En tenant compte que nous vivons toujours plus longtemps, il est peu probable que vous puissiez vous enrichir en héritant. Ce qui vous donne une raison supplémentaire de le faire par vous-même pour vous offrir une vie meilleure et une retraite paisible. Même si l'héritage est une source de richesse, il reste un cas marginal. Quelques personnes deviennent riches parce qu'elles possèdent un talent particulier. Par exemple, ils sont sportifs, acteurs, inventeurs ou compositeurs de chansons à succès. Tout à fait exact. Certains atteignent la richesse parce qu'ils exploitent un don que d'autres n'ont pas. Mais plus encore que l'héritage, l'enrichissement par le talent reste un cas très exceptionnel et ne concerne qu'une très faible partie de la population. Saviez-vous qu'en 2000, il y avait seulement 10 millions de personnes dans le monde qui possédaient plus d'1 million d'euros? Pourtant il n'y a pas 1 million de Bruce Willis, de Zidane ou de Mick Jagger. Nous n'avons toujours pas répondu à la question du début. Pourquoi certains sont-ils capables d'acquérir de la richesse, alors que d'autres n'y arriveront jamais, même en faisant beaucoup d'efforts? Maintenant que nous avons éliminé les cas particuliers, quelqu'un a-t-il une autre proposition? Le secret. Voici le véritable secret de l'enrichissement. Il est tellement simple que vous allez tous penser que c'est évident. Il tient en quelques mots. Certains deviennent riches parce qu'ils savent comment acquérir de la richesse. Ils savent comment faire, tout simplement parce qu'ils ont appris à le faire auprès d'une autre personne ou par eux-mêmes. Je répète, ils sont devenus riches uniquement parce qu'ils savaient comment devenir riches. Vous voulez dire que la seule différence entre les riches et les pauvres tient au fait que les riches savent gagner de l'argent? Non. Tout le monde sait comment gagner de l'argent. Y compris les pauvres. Chacun d'entre nous sait qu'en travaillant il touchera un salaire, donc de l'argent. Pas besoin d'être riche pour le savoir. Ce que j'essaie de dire, c'est que la différence fondamentale entre les pauvres et les riches provient du fait que ces derniers savent comment s'enrichir et mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires à cet enrichissement. Vous verrez également, plus loin, que gagner de l'argent et acquérir de la richesse sont deux choses complètement différentes. Autre aspect important. Si vous ne savez pas comment faire travailler votre argent, le simple fait d'en gagner beaucoup ne garantira jamais que vous saurez vous enrichir. De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie, mais la finissent aussi pauvres que d'autres qui n'ont jamais rien gagné. C'est ce qui est arrivé à beaucoup d'artistes et de sportifs qui savaient chanter ou jouer au ballon, mais qui ne connaissaient rien à l'argent. Prenez l'exemple du célèbre boxeur Mike Tyson qui a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa vie de sportif. Pourtant, il dort aujourd'hui dans des foyers pour sans-abri. Si vous connaissez son histoire, vous me direz qu'il est ruiné parce qu'il s'est fait escroquer par son entourage. C'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'il n'a jamais pris soin de son argent. A contrario, beaucoup d'anonymes ne possédant rien d'autre que leur bon sens et leur volonté ont su s'enrichir tout en gagnant 100 fois moins que les vedettes éphémères du show business. Pour devenir riche, vous devez simplement savoir quoi faire et comment agir. Rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent, plus talentueux, je reviendrai tout de même sur le talent que tout le monde possède, ou plus chanceux. Vous n'aurez pas à changer de travail, ni à organiser un hold-up. Seulement apprendre comment acquérir et générer de la richesse. Est-ce que ce grand secret peut être enseigné à n'importe qui afin qu'il puisse l'appliquer et s'enrichir? La réponse est oui. Par-dessus tout, vous découvrirez comme il est agréable de s'enrichir. Et pendant que vous prendrez du plaisir, vous apprécierez le confort, la sécurité, l'indépendance et la liberté que la richesse procure, tout en développant de l'estime et de la confiance en vous-même. La richesse, et tout ce qu'elle apporte,
n'est pas réellement difficile à acquérir, mais elle reste et restera accessible uniquement aux personnes qui en ont réellement le désir. C'est-à-dire à tous ceux qui agiront dans le bon sens et feront ce qu'il faut au bon moment. C'est possible depuis des siècles, et cela le restera encore pour de longues années, tant que l'argent existera sous une forme ou une autre. Donc pour vous, s'enrichir se résume à une seule chose, savoir s'enrichir. C'est à la fois aussi simple et aussi difficile que cela. Il est évident que si vous ne savez pas quoi faire, vous avez peu de chances de le faire. Par conséquent, si vous ne savez pas comment vous enrichir, vous aurez beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une vraie légende. Une éducation à 200 millions de dollars. En 1983, aux États-Unis, une expérience unique en son genre a été tentée pour démontrer que le succès en bourse ne dépendait pas d'un talent particulier, mais de l'application d'une méthodologie d'intervention précise et accessible à n'importe qui. Pour démontrer la valeur de cette théorie, un casting a été organisé à grand renfort de publicité dans les journaux financiers pour recruter une dizaine de personnes qui participeraient à l'expérience. Vous voyez, la télé-réalité des années 2000 n'a rien inventé. Parmi les candidats sélectionnés se trouvaient des profils très différents qui allaient de l'institutrice aux joueurs de poker professionnels. Ce groupe fut nommé les Tortues. Après seulement 2 semaines de formation, les instigateurs de l'expérience approvisionnèrent les comptes en banque de chaque tortue. Certains ont enjolivé la légende à outrance en proclamant que la somme investie au départ ne fut que de 400 $. En réalité, chaque compte reçut en moyenne 1 million de dollars. À la fin de l'expérience, quelques années plus tard, la somme totale gagnée par les tortues était de 200 millions de dollars. Bien que cette histoire puisse laisser rêveur et sembler inaccessible, ne croyez pas que cette expérience ne soit pas reproductible avec d'autres objectifs plus à votre portée. Mais soyez conscient que la seule et unique raison du succès des tortues n'était pas due au fait qu'elles savaient quoi faire, mais au fait qu'elles avaient appris à le faire. Comme pour beaucoup de choses, la réussite dans un domaine précis est la conséquence d'une formation adaptée. Pas de la chance, on ne gagne pas 200 millions de dollars par hasard. Cette affirmation reste valable pour votre enrichissement personnel. Vous découvrirez que celle-ci ne résulte pas d'un talent particulier, mais de l'application de principes clairement identifiés et parfaitement reproductibles par tous ceux qui voudront bien s'en donner la peine. Vous affirmez donc que les riches s'enrichissent parce qu'ils en savent plus que les autres sur l'argent. Absolument. Et surtout, ils n'hésitent pas à se former, même s'ils doivent payer pour apprendre. Je suppose que cette affirmation vous semble pleine de bon sens. Pourtant, je suis toujours étonné de voir que peu de personnes investissent dans leur formation, qu'elle soit financière ou autre. À croire qu'elle doit être mise au placard dès qu'ils sont sortis de l'école. Nous apprenons tous les jours au travers de nos expériences heureuses et malheureuses. Si vous êtes capable d'en tirer profit, vous avancerez plus vite que les autres. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des comportements types qui permettent de s'enrichir? Sans l'ombre d'un doute. Nous les aborderons plus tard. Utilisez-les. Vous vous enrichirez. Faites le contraire et vous vous appauvrirez. Mais dans un premier temps, votre priorité sera d'apprendre pour comprendre. Ensuite vous agirez. Mon premier conseil, ne cessez jamais d'apprendre. Le monde change. Aujourd'hui plus rapidement qu'hier. Ce qui était vrai hier ne le sera pas obligatoirement demain. Et si vous trouvez la connaissance trop chère, essayez l'ignorance. Vous m'en direz des nouvelles. Trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet et apprenons à nous enrichir. Chapitre numéro 2. Le point de départ. Si le nécessaire coûtait 10 fois plus cher, la plupart des gens seraient moins tentés par le superflu. Maintenant que vous avez compris qu'il est important de savoir avant d'agir, je vais vous dévoiler les clés de l'enrichissement. Cependant, soyez conscient que tout ce que vous apprendrez n'aura aucune valeur si vous n'appliquez pas les règles et si vous ne mettez pas en place les procédures que nous définirons. J'insiste sur les aspects motivation et action car, par expérience, je sais que ce n'est pas parce que vous savez ce que vous devez faire que vous le ferez. Le processus de l'enrichissement se décompose en 3 parties. Partie numéro 1. L'accumulation est le point de départ. C'est l'impulsion qui permet de créer quelque chose que nous ferons fructifier par la suite.
L'investissement permet de développer cette accumulation et de générer de la richesse. La protection, comme son nom l'indique, consiste à mettre en sécurité votre richesse. Payez-vous en premier pour le moment. Nous nous concentrerons uniquement sur le premier aspect, l'accumulation. Pour bien me faire comprendre, je mettrai la formule de l'accumulation sous une forme mathématique très simple. Accumulation est égale revenu moins nécessité. Les revenus sont constitués par tout ce qui entre dans votre poche. Les nécessités correspondent à tout ce que vous devez obligatoirement dépenser. Maintenant, pouvez-vous me dire quel sera le niveau d'accumulation si les revenus égalent les dépenses? Si les revenus sont égaux aux dépenses, l'accumulation est nulle. Parfaitement exact. C'est pour cette même raison que la plupart des gens sont incapables de s'enrichir. Car si nous regardons rapidement la deuxième phase de l'enrichissement, l'investissement, il est évident que vous ne pourrez pas faire fructifier quelque chose qui n'existe pas. Vous devez donc donner l'impulsion de départ pour disposer de quelque chose qui produira de la richesse. Le premier secret de l'enrichissement est donc le suivant, quelle que soit l'importance de vos revenus. Vous devez vous payer en premier. Que voulez-vous dire par se payer en premier? Si je prends mon cas, je touche un salaire chaque mois. Étant mensualisé, les impôts prélèvent leur part. Donc impossible de me payer en premier. Admettons. Combien gagnez-vous chaque mois et combien payez-vous d'impôts? Je gagne 2500 €. Je paye environ 400 € d'impôts par mois, et je garde tout le reste pour moi. Donc vous arrivez à économiser par an 2500 moins 400 fois 12, soit 25 200 €. Je ne me trompe pas? Non. À peine 1000 €. Et encore pas tous les ans. Pourtant vous venez de me dire, je paye mes impôts et je garde tout le reste. C'est vrai, mais avec ce qui reste je dois payer mes vêtements, mon loyer, l'essence, la nourriture. En somme toutes les dépenses du quotidien que nous connaissons tous. Je reprends mon calcul. Vous gagnez après impôt 25 200 € par an et il vous reste 1000 € en fin d'année, donc vous payez d'abord 24 200 € au propriétaire de votre appartement, au pompiste, au supermarché, etc. et vous gardez ce qui reste pour vous. Est-ce exact? Oui, mais je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Bien. Supposons maintenant que vous fassiez le contraire. C'est-à-dire que vous vous payiez avant tout le monde et les autres seulement avec ce qui reste. Disons que vous prélevez systématiquement 20% de vos rentrées. Combien vous restera-t-il? 500 € par mois. Donc en appliquant notre équation à cette situation hypothétique, vous accumulerez 6 000 € par an et réserverez tout le reste pour payer vos fournisseurs. Bien sûr, en contrepartie vous devrez ajuster le coût de vos nécessités. C'est-à-dire que le budget disponible pour payer le quotidien ne sera plus de 25 200 € par an, mais de 19 200 €. J'entends bien tout ce que vous racontez, et je suis sûr que certaines personnes peuvent réduire leurs dépenses suffisamment, mais pour moi c'est impossible. J'ai déjà essayé plusieurs fois sans arriver à économiser plus. Il m'est impossible de me payer 20%, ou même 10%. Vous croyez vraiment ce que vous venez de dire? En réalité, vous venez juste de résumer l'idée la plus fausse et la plus répandue de tous les temps en ce qui concerne l'enrichissement et beaucoup d'autres sujets. Je ne peux pas, alors je ne fais pas, et surtout je n'essaie pas et je me pose pas de questions. En décrétant qu'une chose est impossible, vous vous interdisez toute chance d'y arriver. De plus, si ce que vous venez de dire était vrai, je ne pourrais pas donner ce cours aujourd'hui, pour la simple raison qu'il y aurait dans le monde des personnes devenues riches uniquement pour les raisons spécifiques que nous avons évoquées plus haut. Chance, talent, héritage. Cela tendrait également à dire que vous êtes incapable de vous enrichir parce que vous êtes, pour le moment, incapable de gérer autrement votre argent. En pensant que vous ne pouvez pas adapter vos dépenses, vous n'avez pas seulement mis en place une barrière économique, mais vous avez élevé une barrière psychologique qui vous empêche de vous enrichir. Vous avez instauré une vérité qui n'est rien d'autre qu'une croyance limitative. Vous avez dit « ce n'est pas possible », avant de vous demander comment vous pourriez y arriver. Ce qui m'amène à vous dire que l'enrichissement ne peut se mener à bien si vous ne changez pas vos comportements et surtout votre mode de pensée. Dès aujourd'hui, ne dites plus jamais « je ne peux pas », mais plutôt
Que dois-je faire pour y arriver? Je ne dis pas que vous y arriverez obligatoirement, mais cela aura au moins l'avantage de vous pousser à envisager une autre solution, au lieu de vous fermer à toute autre possibilité. Essayez. Je suis persuadé que dans 80% des cas vous trouverez des alternatives, ou tout au moins des débuts de solutions. La question qui nous intéresse pour le moment est la suivante. Comment dépenser mieux pour dégager des excédents que vous pourrez investir? Mais je n'ai pas besoin de vous pour comprendre que je dois épargner pour m'enrichir. Je le savais déjà. D'autant plus que c'est vraiment trop facile et trop simple pour que cela soit réellement efficace. Oui, peut-être que vous le saviez déjà. Mais le faites-vous? Non. Je vous l'avais dit. Lorsque les choses semblent trop faciles, nous avons tendance à penser que nous l'avons toujours su. Le plus étonnant, plus c'est simple, moins nous y apportons de crédit. Au final, rien n'est fait. Pourtant, chaque année, des centaines d'individus deviennent millionnaires, grâce à leur placement en bourse ou dans l'immobilier, parce qu'ils ont su placer et utiliser une partie de leurs ressources mensuelles. Je vais vous raconter l'histoire de 3 familles de mon entourage. Bien sûr, les noms sont fictifs, juste pour éviter de froisser certaines personnes. La famille Claquetou, Vincent et Catherine Claquetou, ont 2 enfants. Tous les 2 travaillent et gagnent au total 4 000 € par mois. Au détail, près que Catherine travaille en intérim. Ils ont chacun une voiture neuve achetée à crédit et viennent d'acquérir une nouvelle maison. Ils remboursent donc chaque mois les crédits de la maison et des 2 voitures. Au total, la somme de toutes leurs dépenses obligatoires, en incluant celles du quotidien, sont légèrement supérieures à leur entrée, soit 4 200 € par mois. Les Claquetou sont donc quelquefois obligés de se refinancer juste pour payer le léger déficit qu'ils créent chaque mois. De ce fait, ils ne peuvent ni épargner, ni commencer à s'enrichir puisqu'ils sont incapables de dégager le moindre excédent. Le plus grave de tout, si Catherine ne travaille pas pendant quelques semaines, les comptes du ménage accentueront leur déséquilibre et la famille Claquetou se retrouvera en difficulté. La famille Matuvu. Pour la famille Matuvu, la situation est très différente. Nadine et Pierre ont également 2 enfants. Pierre est avocat et sa femme travaille comme décoratrice d'intérieur. Ils gagnent au total 120 000 € par an. Ayant un fort pouvoir d'endettement, ils ont acheté à crédit une grande maison, ainsi qu'une résidence secondaire dans le sud de la France qu'ils n'utilisent que 5 semaines par an. Pour meubler ces 2 maisons, ils ont également contracté différents crédits à la consommation sans regarder à la dépense. Bien que les enfants ne soient pas majeurs, ils possèdent 3 grosses voitures neuves, toujours acquises à crédit, dont la valeur totale atteint pratiquement celle de la résidence secondaire. Ils sont membres du club de sport le plus chic de la région. Les enfants sont dans la meilleure école privée et une employée à plein temps s'occupe de la maison, des enfants, des repas, etc. Au final, ils ont autant de crédits pour leur train de vie que pour leur résidence principale. Pour montrer leur réussite et inviter leurs clients et amis, ils se sentent obligés d'organiser régulièrement des soirées avec petits fours et champagne. Étant donné que Nadine est censée mettre en valeur son bon goût et son talent de décoratrice, elle se doit d'être toujours au courant de la mode et des tendances. Ce qui ne manque pas d'occasionner des frais de représentation conséquents et récurrents. Plus ils avancent, plus ils s'enferment dans un schéma de représentation qui devient nécessaire à leurs affaires, car à la moindre défaillance ils seront considérés comme des pestiférés par la bourgeoisie locale. Nadine et Pierre ont un budget de dépenses très variable et arrivent, quelquefois, à mettre de côté 1 000 € par mois. Cependant, comme ils ne se refusent rien, ils puisent régulièrement dans cette réserve, réduisant ainsi à néant le peu d'épargne constituée. Nous avons tous des obligations économiques, mais celles des Matuvu sont très élevées. Ils savent qu'à terme ils ne pourront pas tenir ce rythme, tout simplement parce que les enfants grandissent et que leurs besoins sont toujours croissants. Bien qu'ils en aient discuté plusieurs fois, ils n'arrivent pas vraiment à faire de concessions sur leur train de vie. Étant donné que tous 2 ont des revenus variables, en fonction de leur activité, il suffit qu'ils subissent 3 ou 4 mois difficiles et ils auront du mal à payer les petits fours. La famille Chuipariche. Muriel et Roger Chuipariche ont 3 enfants et vivent dans une maison à quelques kilomètres de la capitale. Roger travaille dans une imprimerie et Muriel est employée municipale. Elle gère le budget et suit les finances du ménage semaine après semaine. Chacun d'eux gagne 1 250 € par mois, soit 30 000 € par an. Ils paient 1 000 € d'impôts compensés par 1 000 € d'allocations diverses. Ils possèdent une voiture achetée d'occasion et la seule charge qu'ils ont à supporter est le crédit de leur maison acquise il y a 10 ans et qu'ils auront fini de payer dans 5 ans. Même s'ils ont la possibilité de s'endetter un peu plus, ils font tout pour payer au comptant et ne contractent jamais de crédit superflu. Ainsi, aucun intérêt inutile ne vient grever leur budget. Ils sont mariés depuis 20 ans et ont toujours économisé 15% de ce qu'ils gagnaient, soit 4 500 € par an. Ils sont aujourd'hui à la tête d'un capital de 156 237 € qu'ils continuent d'alimenter et de faire fructifier à un taux de 5% par an.
Même si l'un des deux devait avoir des difficultés avec son travail, la famille Je suis pas riche n'aurait pas de problème. Je crois comprendre où vous voulez en venir. Qu'importe l'argent que nous gagnons, nous avons toujours tendance à dépenser autant que nos rentrées. Au final, nos nécessités égalent toujours nos revenus. C'est une autre façon d'illustrer l'expression joindre les deux bouts. En réalité, nous nous piégeons nous-mêmes. Tout ce que nous voyons est la situation dans laquelle nous nous sommes installés petit à petit en devenant aveugles et imperméables à d'autres réalités. Au final, nos nécessités grossissent toujours en même temps que nos revenus pour finalement être du même niveau. Plus nous avons d'argent disponible, plus nous avons tendance à le dépenser. En vous payant en premier, vous évitez de tomber dans le piège. C'est d'ailleurs la seule façon de le contourner. Au bout du compte, l'intérêt est double. Non seulement vous écartez le problème, mais votre épargne grossit en même temps que vos revenus augmentent. Ce qu'il faut retenir de ces trois exemples et qui déterminera votre capacité à vous enrichir. Le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais, premièrement, combien vous arrivez à garder. Et deuxièmement, comment vous utilisez votre argent. Ce qui me choque, c'est le mot « nécessité ». Ne trouvez-vous pas que le terme est mal approprié? L'utilisation que vous en faites résume nos dépenses au strict nécessaire. Pourtant, nous utilisons l'argent pour beaucoup d'autres choses comme les loisirs. C'est exact. Les nécessités représentent tout ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui et ne se résument pas au strict minimum pour vivre. Nous pouvons avoir besoin de culture pour nous instruire, de prendre des vacances pour nous reposer, etc. Toutes ces choses deviennent des nécessités seulement et uniquement à partir du moment où nous en avons réellement besoin. C'est pour cette raison que votre premier objectif sera de déterminer avec précision vos besoins réels. Argent et richesse. Beaucoup d'entre nous confondent argent et richesse. Pourtant, ce sont deux choses complètement différentes. Nous étayerons cette affirmation en observant la situation de deux des trois familles évoquées. Pour simplifier les choses, nous considérerons que tous les revenus et dépenses sont constants et ne subissent pas de modification. Nous prendrons en compte, plus tard, l'impact de l'inflation. Le point de départ, nous avons dit que les Matuvus gagnaient 120 000 € par an. Cependant, ils ne gardent rien pour eux-mêmes. Sans modification de leur comportement et sans tenir compte d'éventuelles variations de leurs revenus au cours des 30 prochaines années, 3,6 millions d'euros passeront entre leurs mains sans qu'ils soient capables d'épargner le moindre centime. Au bout de cette période, il est probable que leur résidence principale représentera la plus grosse partie de leur richesse. Regardons maintenant les Je suis pas riches. Au bout de 30 ans, 900 000 € seront passés entre leurs mains. Actuellement, ils se paient 15% de leur rentrée, soit 4 500 € par an, et pensent augmenter cette part à 20% dès que les enfants seront devenus autonomes, ou lorsque le crédit de leur maison sera arrivé à terme. S'ils se paient 15% pendant les 20 premières années et 20% les 10 dernières années, après 30 ans en plaçant leur argent à 5% par an, ils auront à disposition un capital de 343 639 € et seront propriétaires d'une maison de plusieurs centaines de milliers d'euros. Si Muriel et Roger Je suis pas riches ont commencé à travailler dès l'âge de 20 ans, ils pourront envisager de travailler à mi-temps dès 50 ans, car ils recevront 17 182 € par an, générés uniquement par les intérêts du capital placé, tout simplement parce qu'ils se seront toujours payés en premier. Même si ces nouveaux revenus semblent au premier abord inférieurs à leur rentrée précédente, ce n'est pas obligatoirement vrai, car ils payeront moins d'impôts et n'auront plus aucun crédit à rembourser chaque mois. Vous voyez mieux maintenant la différence entre gagner de l'argent et acquérir de la richesse? Dans notre exemple, la richesse des Je suis pas riches est constituée par leur maison et le capital placé qui génèrent des intérêts qui seront éventuellement transformés en revenus. Riche, c'est combien? Nous avons bien compris. Mais comment définissez-vous la richesse? Combien faut-il avoir pour être riche? Il m'est impossible de répondre à cette question. Attendez. Si je gagne 1 250 € par mois en travaillant durement pendant 30 ans et qu'au moment de prendre ma retraite je conserve mon pouvoir d'achat, je possède ma maison et que mon capital ne diminue pas, vous aurez du mal à me convaincre que je ne suis pas riche. Peut-être. Supposons maintenant que Roger décide de travailler 5 ans de plus et continue à se payer chaque mois. Avez-vous une idée de combien il possédera? Si je compte bien, il aura 477 743 €.
Personnellement, je préférerais attendre 5 ans de plus. Vous voyez, il n'y a pas qu'une seule réponse à votre question. Il y en a autant que d'individus. Tout dépend de vos besoins et de la manière dont ils sont satisfaits. Monsieur X se contentera de 300 000 € sur son compte en banque, alors que Madame Y voudra au moins posséder 450 000 € pour se sentir en sécurité. Je sais aussi par expérience que nous ne sommes jamais assez riches. Si votre premier objectif est d'atteindre 100 000 €, vous constaterez qu'une fois atteint, ceux-ci vous sembleront minimes et que vous en voudrez toujours plus. Pour vous en convaincre, amusez-vous à poser la question à 100 personnes, et vous obtiendrez 100 réponses différentes. Certains penseront à la liberté et apprécieront le fait de pouvoir partir où et quand ils le veulent, sans être dépendants d'un emploi. D'autres évoqueront la sécurité et privilégieront la possession d'un toit et des rentrées suffisantes pour vivre sans se poser de questions pour le lendemain. D'autres encore se rassureront par la possession de biens matériels comme une grosse voiture, un bateau ou une grande maison pour épater la galerie. Au final, nous voyons bien que tout est fonction des objectifs et des aspirations de chacun. La meilleure réponse que j'ai jamais entendue est certainement venue de la plus jeune de mes filles. Un jour, à table, je lui demandai pourquoi elle considérait que nous étions riches. Sa réponse fut « Nous sommes riches, puisque nous avons tout ce que nous voulons ». C'est certainement la réponse la plus claire et la plus exacte que l'on puisse apporter. Peut-être un brin simpliste, mais pas complètement naïve. Surtout, elle résume bien les choses ou tout au moins mon point de vue. La première des richesses, c'est de ne pas se poser de questions pour le lendemain. C'est la liberté financière qui amène la liberté d'esprit, plutôt que le superflu. C'est à mon sens le plus important. Mais je reconnais également que cela fait partie de la philosophie personnelle de chacun. Dépensez avec votre tête, pas avec vos yeux. Penchons-nous de nouveau sur les m'as-tu vu. Ceux-ci sont dans un piège qu'ils ont eux-mêmes créé et qui les pousse à la dépense. Comment peuvent-ils en sortir? Ils doivent d'abord s'enrichir avant de paraître riches et comprendre dans quel piège ils sont tombés. Je suis d'accord avec vous. Mais ils doivent aussi avoir la volonté et le désir de s'enrichir. Avez-vous quelques idées à suggérer à nos amis Nadine et Pierre pour qu'ils puissent commencer à se payer en premier? L'assistance en cœur, ils ont juste besoin de dépenser moins. Bien sûr. Mais avez-vous une idée plus précise de ce qu'ils doivent faire pour y arriver? Avez-vous remarqué qu'une grande partie de ce que nous achetons est la conséquence d'impulsion ou d'envie? Arrêtez-vous quelques instants et réfléchissez. Nous vivons dans une société où le regard des autres est important et nous pousse à la dépense. Pour appartenir à un clan et ou être remarqué, nous nous devons d'être à la mode ou de posséder la dernière merveille technologique qui épatera nos amis en suscitant leur envie, le plus souvent pour seulement quelques minutes. Pour nous aider à dépenser, les journaux, les magasins, la TV, nous submergent de publicité. Au final, nous devenons tous des cibles plus ou moins conscientes de la société de consommation, où tout est fait pour que nous consommions toujours plus. Faites un tour dans les magasins. Tous les affichages n'ont qu'un seul but, vous attirer et vous inciter à dépenser. Pas dans un mois ni dans une semaine, mais maintenant. Par conséquent, la première chose à faire est d'arrêter d'acheter les yeux fermés. Pour vous démontrer que nous sommes constamment sollicités et que nous cédons à nos impulsions, quelquefois, sans nous en rendre compte, faites l'expérience suivante. Allez au supermarché avec votre conjoint. Prenez un chariot et laissez-le, ou là, faire ses courses habituelles sans orienter ses choix. Avant d'arriver à la caisse, arrêtez-vous et faites l'inventaire du chariot en séparant le nécessaire. Comme les légumes, la viande, etc., et le superflu comme les bonbons, les glaces, gadgets. Vous serez étonné du résultat. Ensuite calculez le coût total du superflu et multipliez-le par le nombre de fois que vous faites vos courses. Vous allez avoir une très grosse surprise. C'est vrai, j'achète beaucoup de choses inutiles, pensant faire plaisir à mes enfants. Quelquefois elles périssent dans le réfrigérateur parce que nous ne les avons pas consommées. Je parierais qu'avec cette seule méthode, je pourrais couper mes dépenses au quotidien d'au moins 5 à 10%. Mais vous êtes en train de faire de nous des radins. Je suis là pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin de vous pour m'apprendre à compter le
Nombre de steaks que j'achète ou me serrer la ceinture. Rassurez-vous, mon but n'est pas de vous transformer en grippe-sous, mais de vous montrer qu'il y a une énorme différence entre la radinerie et une gestion raisonnée. Cet exemple a également pour but de vous sensibiliser au fait qu'une bonne partie de votre richesse part dans la poche des autres, quelquefois pour des choses que nous n'utilisons pas ou peu. Je veux également attirer votre attention sur le fait que nous consommons souvent par habitude et que nos comportements de consommateurs ne sont pas ou très rarement remis en question. Sauf en cas de problème. Perte d'emploi par exemple. Dans ce genre de situation, nous essayons surtout de limiter les dégâts pour que la baisse de nos ressources n'ait pas trop d'impact sur notre vie et celle de nos proches. Alors qu'en faisant ce travail en amont avant que le problème ne se présente, nous avons l'occasion de créer de l'accumulation et de parer aux éventuelles difficultés qu'amènerait une période de chômage. En ce qui concerne l'expression que vous avez employée, se serrer la ceinture, je préfère vous présenter les choses autrement. Le jour où vous avez touché votre première paye, celle-ci a déterminé votre niveau de vie en fonction de ce que vous pouviez dépenser, mais sans tenir compte du fait que vous vous payeriez en premier. Si vous aviez inclus cette donnée dès le départ dans vos dépenses mensuelles, vous auriez commencé à vous enrichir et adapter votre train de vie en fonction de ce qui vous restait. Avez-vous une idée plus précise de combien nous pouvons nous payer en premier? La réponse est fonction de plusieurs paramètres qui dépendent à la fois de vos possibilités, de votre motivation et de vos objectifs. D'une manière générale et en appliquant les bons comportements, il est assez facile de se payer au moins 10%. Je sais aussi que le pourcentage que vous serez capable d'épargner déterminera votre avenir. Par recoupement entre toutes les personnes que j'ai pu conseiller ou observer par le passé, et qui se paient ou non en premier, je suis arrivé aux constatations suivantes. Pauvres, pensent qu'ils vont un jour se payer en premier, mais ne le font jamais. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, quelquefois plus, et ne pensent jamais à leur avenir. Ils passent leur vie à travailler pour payer leurs factures et ont du mal à joindre les deux bouts. Au final, ils ne profiteront jamais de leur retraite car leurs revenus seront souvent inférieurs à leur ancien salaire. Classe moyenne. Se paient entre 5 et 10% de leur rentrée. S'ils ont su faire travailler correctement leur argent, voire plus loin, ils vivront une retraite paisible et sans problème. Riches et futurs riches. Se paient entre 15 et 20%, voire plus, et se donnent ainsi la possibilité de prendre leur retraite 10 ans plus tôt. Au final, ils profiteront aussi bien de leur pré-retraite que de leur retraite elle-même. Et en tenant compte du fait que nous vivons toujours plus longtemps, ils jouiront de la vie beaucoup plus longtemps que les autres. D'accord. Mais vous dites que pour devenir riche, nous devons épargner au moins 15 à 20% de nos rentrées. Jamais je ne pourrai épargner un cinquième de mon salaire. Franchement, vous exagérez. Personne n'est capable de faire cela. Je reconnais volontiers que beaucoup d'individus sont rebutés par l'idée de se payer en premier et surtout par l'effort qu'ils devront produire. Dans la réalité, cela les agace, car ils ne trouvent aucun panache à épargner sagement chaque mois. Peut-être que vous en faites partie. Peut-être que votre tête est pleine de raisons qui vous incitent à penser que vous ne pouvez pas vous payer en premier. Ou que vous pensez que le véritable enrichissement réside dans un secret bien gardé qui vous permettra d'investir en bourse sur les actions qui gagnent 100% par an, ou d'acheter un appartement que vous pourrez revendre 5 fois plus cher dans 6 mois. Pourtant, croyez-le ou non, seule la façon dont vous vous payerez en premier déterminera votre avenir et votre capacité à vous enrichir. Honnêtement, je suis assez sceptique sur la faisabilité de la chose. Même si en théorie cela semble fonctionner, d'un point de vue purement pratique, c'est parfaitement irréaliste. Personnellement, je gagne 2000 € par mois, il m'est impossible de me payer en premier à hauteur de 400 €. Je pense que je pourrais consacrer 200 €, mais jamais 4 cents. Cela vous semble peut-être difficile, mais avez-vous essayé? Ou au moins avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pourriez y arriver? Je vous concède qu'au début ce n'est pas obligatoirement facile, mais c'est certainement beaucoup moins difficile que vous ne le pensez. Surtout lorsque ce sont les autres qui paient pour vous, une chose à la fois, nous verrons cela plus tard. Dans un premier temps, je vous demanderai de ne pas décréter que c'est impossible, sinon vous ne ferez jamais rien. Autre aspect. D'une manière générale, lorsque nous sommes en face d'une difficulté, j'ai remarqué que nous avions tendance à minimiser ou à sous-estimer nos capacités à résoudre le problème.
Je sais également que si vous cherchez des solutions pour atteindre un objectif de 5%, vous ne trouverez que des solutions à 5%. Par conséquent, n'hésitez pas à placer la barre un peu plus haut en visant 15%, tout en commençant à 8 ou 10% et en progressant par tranche de 1% chaque mois jusqu'à votre objectif. De cette façon, la transition se fera en douceur tout en vous laissant le temps de vous adapter à vos nouvelles habitudes. La façon dont vous voyez les choses a aussi son importance. Si vous ramenez vos 400 € mensuels à l'échelle d'une journée, combien obtenez-vous par jour? Sur 30 jours, cela fait approximativement 13 €. Parfait. Maintenant la question n'est plus de savoir comment vous pouvez épargner 400 € par mois, mais de savoir ce que vous devez faire pour dégager un surplus régulier de 13 €. Est-ce que cet objectif vous semble plus facile à atteindre? Où passe votre argent? Il existe une façon, accessible à tous, pour trouver de l'argent qui vous permettra de créer de l'accumulation et d'atteindre vos objectifs. Cela nécessite une introspection personnelle et une petite enquête sur la manière dont vous dépensez chaque jour votre argent. Dans bien des cas, nous ne savons pas exactement comment nous dépensons réellement notre argent au quotidien, ces dépenses étant la conséquence d'actions habituelles, récurrentes et souvent irréfléchies. Pour les débusquer, voici ce que je vous propose de faire. Dès demain matin, notez en détail tout ce que vous dépensez dans la journée, ou tous les actes qui génèrent une dépense directe ou indirecte, et surtout identifiez tout ce que vous faites mécaniquement sans vraiment y réfléchir. Cela concerne aussi bien le ou les cafés que vous prenez chaque matin, sans oublier le croissant qui l'accompagne, le transport pour aller à votre travail, les appels ou messages que vous envoyez à partir de votre téléphone portable, le coût de votre déjeuner, sans oublier les cigarettes, à 5 € le paquet. Vous allez vite découvrir que c'est une habitude de plus en plus réservée aux riches, etc. Ensuite, demandez-vous comment vous auriez pu faire autrement pour arriver au même résultat pour un coût moindre, tout en chiffrant cette économie. La solution n'est pas obligatoirement une alternative directe. Elle peut également se présenter sous forme d'investissement. Exemple, pour le prix d'une dizaine de cafés pris chaque matin au bar du coin avant d'aller travailler, pourquoi ne pas acheter une cafetière que vous utiliserez au bureau? Ou encore, pourquoi ne pas apporter votre bouteille thermos? Au final, vous boirez autant de café qu'auparavant pour un coût bien moins élevé. Même chose pour les portables. Combien d'appels avez-vous passé pour confirmer votre arrivée, dans quelques minutes, à un rendez-vous déjà confirmé par email 1 heure auparavant? Seriez-vous arrivé en retard si vous n'aviez pas appelé la personne? Ces quelques exemples issus de comportements irréfléchis peuvent être la source de multiples économies qui ne changeront strictement rien à votre train de vie, mais qui vous permettront de dégager des excédents, sans douleur, pour vous payer en premier. Cherchez de votre côté. Analysez ce que vous faites. Je suis persuadé que vous trouverez des dizaines d'opportunités d'économie. Autre aspect important de cette introspection, évaluez le rapport coût-utilité de la dépense que vous engagez. Demandez-vous si vous en avez vraiment pour votre argent, si vous ne payez pas trop cher pour le service rendu ou si vous en avez vraiment besoin. Ouh là là! Quel boulot pour économiser quelques euros! Vous ne croyez pas que nous tombons dans la futilité? Beaucoup moins que vous ne le croyez. La finalité de cet exercice est de vous faire prendre conscience de la destination de votre argent. Une fois que vous serez convaincu de son intérêt, vous n'aurez plus qu'à vous demander: est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Rien de plus. Ensuite, c'est à vous de décider si vous êtes déjà suffisamment riche pour ne pas tenir compte de cet aspect. Mais il me semble évident que si vous n'avez aucun capital ni patrimoine de départ et que vous tenez vraiment à vous enrichir, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Sans compter que lorsque je vous aurai démontré que ces simples réflexions vous permettront d'acheter un appartement, je ne suis pas sûr que vous direz encore la même chose. Il n'est également pas utile de faire cet exercice pendant 1 an. D'ailleurs, vous ne tiendrez pas aussi longtemps. 1 semaine ou 2 devrait suffire. Le but étant essentiellement de vous faire prendre conscience de vos dépenses réelles et de savoir exactement où passe votre argent. C'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez adopter les bons réflexes et trouver des alternatives pour arriver au même résultat. J'irai même plus loin en revenant sur l'aspect radinerie évoqué plus tôt. Si vous supprimez complètement le café du matin que vous dégustiez avec délectation, dans ce cas vous devenez vraiment pingre. En revanche, si vous recherchez une autre solution pour boire votre café avec autant de plaisir,
alors vous faites travailler votre cerveau et développer votre potentiel d'enrichissement. Je confirme tout ce que vient de dire Olivier. J'ai fait cette introspection personnelle il y a quelques mois. Les résultats sont étonnants. Entre mes appels téléphoniques inutiles, mes déjeuners au restaurant, les dépenses irréfléchies, les cigarettes, j'ai récupéré au moins 10 € par jour, soit 300 € par mois, sans rien changera mon train de vie. Et avez-vous une idée de ce que représente ou ce que vous pourriez faire avec 10 € par jour investis à 10%? Pas moins de 63 112 € sur 10 ans, ou encore 226 809 € sur 20 ans, voilà votre appartement. En dehors de ces réalités mathématiques, vous devez prendre conscience que le simple fait de raisonner vos dépenses peut vous faire gagner une petite fortune. Je serais assez tenté par vos propositions, mais je pense que vous oubliez de dire qu'en nous payant en premier nous régresserons économiquement. Personnellement, je veux aller au restaurant lorsque j'en ai envie et sans avoir mauvaise conscience. Pourquoi régresseriez-vous? L'argent que vous épargnerez sera toujours en votre possession. Si vous changez d'avis, rien ne vous empêche de récupérer votre épargne et de la dépenser. Au final, vous n'aurez pris aucun risque. Je vous propose seulement de repenser à votre façon de dépenser, en trouvant des solutions pour créer quelque chose qui générera de la richesse, sans remettre en cause votre train de vie actuel. Entendons-nous bien. Le but ultime de cette démarche n'est pas de manger des patates tous les jours, mais de profiter au maximum de chaque euro que vous dépensez. Si votre but est d'aller au restaurant régulièrement, peut-être que vous trouverez plus de plaisir, tout en payant moins cher, en profitant une fois par mois de la table d'un grand restaurant, plutôt que d'aller à la pizzeria du coin une fois par semaine. Bien sûr, vous aurez toujours des dépenses obligatoires. Mais, là encore, et même dans les dépenses non récurrentes, il y a différentes approches qui vous permettront de mieux tirer parti de vos ressources. Laissez-moi vous en suggérer quelques-unes. Stratégie de dépense. Tout d'abord, au lieu d'acheter lorsque l'occasion se présente, planifiez vos achats ou encore évitez les dépenses égoïstes en privilégiant celles qui profiteront à un maximum de membres de la famille. En procédant de la sorte, vous éviterez d'acheter sur un coup de tête et rentabiliserez mieux vos achats tout en maintenant une priorité à la dépense. Deuxième suggestion que j'utilise très régulièrement, comme les deux suivantes. Lorsque vous savez ou croyez savoir ce dont vous avez besoin, achetez-le au dernier moment et jamais avant qu'il ne devienne vraiment nécessaire. À moins que vous ne soyez un acheteur compulsif, si le désir persiste, il est fort probable que vous en ayez vraiment besoin. Troisième suggestion pour dépenser intelligemment. Lorsque vous remplacez un ordinateur, une voiture ou n'importe quoi d'autre, et que l'objet est toujours en état de fonctionner, promettez-vous ne pas acheter le remplaçant tant que vous n'aurez pas cédé l'ancien. Vous bénéficierez ainsi d'une rentrée supplémentaire pour financer votre nouvel achat, tout en évitant d'avoir à brader l'objet en question lorsque vous en aurez assez de le voir, ou de vous retrouver avec 2 voitures dans votre garage. Quatrième suggestion. Passez en revue au moins une fois par an tout ce que vous payez comme contrat d'assurance, abonnement, etc., et regardez si vous ne pouvez pas payer moins cher, simplement en faisant jouer la concurrence, ou en supprimant ce que vous continuez à payer d'année en année et que vous n'utilisez pas vraiment. À ce niveau, vous serez très étonné de tout ce que vous payez trop cher ou quelquefois en double. Je vous recommande très fortement cette inspection personnelle. Elle vous permettra à la fois de générer de l'accumulation et de savoir où vous en êtes dans vos dépenses récurrentes. Dernier conseil. Ne cédez pas aux sirènes des vendeurs. Il n'y a aucune raison que vous payiez plus cher un produit pour la simple raison que le vendeur est plus habile que celui du magasin d'Axe en grave côté. Les vendeurs font leur travail de commerciaux. Faites votre travail de consommateur. Ces modes opératoires ne sont que des suggestions. N'hésitez pas à en imaginer d'autres qui seront peut-être plus adaptés à votre environnement et à votre situation, tout en gardant en tête que l'objectif final n'est pas de mettre un frein à l'achat, mais de raisonner vos achats. À moins que vous ne viviez au-dessus de vos moyens, il vous suffira d'intégrer ces nouvelles habitudes de consommation et vous n'aurez plus aucune difficulté pour vous payer en premier et mettre en place un budget pour surveiller vos dépenses liées à vos nécessités. Ne faites jamais le contraire. En vous payant en premier, vous vous obligerez à épargner d'abord et à dépenser ensuite. La conséquence sera double. Non seulement vous vous obligerez à mieux gérer vos rentrées, mais en plus vous commencerez à vous enrichir. Au lieu de dépenser autrement,
vous ne pensez pas qu'il serait plus simple d'essayer de gagner plus? Dans un premier temps, je pense que c'est la dernière chose à faire. En procédant de la sorte, non seulement vous ne vérifiez pas que vous payez le juste prix, vous ne faites rien pour changer vos habitudes de dépenses, mais en plus vous augmenterez vos impôts. Étant donné que l'administration fiscale prélève systématiquement sa part sur tout ce que vous gagnez, plus vous gagnerez, plus vous payerez. Par conséquent, votre premier objectif sera de maîtriser l'utilisation de vos ressources et de veiller à la façon dont vous les utilisez. Ensuite, vous irez voir votre patron pour lui réclamer une augmentation. Crédit à la consommation, le boulet. Revenons à nos amis les m'as-tu-vu et à leurs problèmes de non-enrichissement. Nous avons vu qu'ils avaient autant de crédits pour leurs nécessités, résidence principale, que pour le superflu, 3 grosses voitures, meubles, résidence secondaire, etc. En sachant que les crédits à la consommation coûtent plus cher qu'un crédit immobilier, et servent essentiellement à acheter des produits qui se déprécient dans le temps, il leur suffirait de réguler leurs dépenses pour commencer à créer un potentiel d'accumulation. Mais il existe des nécessités dont nous avons tous réellement besoin aujourd'hui et que nous ne pouvons pas payer au comptant. Par exemple, une voiture est un produit cher qu'il est difficile d'acquérir sans crédit. Je pense que dans ce cas nous pouvons acheter à crédit. Ma réponse est définitivement non. Pour vous enrichir, vous ne devez jamais contracter de crédit à la consommation. Pour chaque emprunt, vous payez une partie du capital et une partie d'intérêt, et les intérêts débiteurs n'ont jamais enrichi qui que ce soit, sauf votre banquier. Dans le cas d'une voiture, celle-ci n'est pas obligatoirement une nécessité, sauf lorsque c'est un outil de travail qui génère des revenus qui seront transformés en richesse. C'est le cas des taxis par exemple. Je suis également conscient que si vous habitez loin des transports en commun, une voiture peut s'avérer utile, voire indispensable. Dans ce cas, les caractéristiques de votre véhicule devront être adaptées à vos besoins, pas au regard du voisin. Enrichissez-vous d'abord. Ensuite vous vous payerez toutes les voitures que vous voudrez sans vous poser de questions. Mais dans tous les cas, évitez les crédits et privilégiez les paiements comptants. Admettons que nous arrivions à payer notre voiture au comptant. En ce qui concerne un logement, il est réellement impossible de le payer sans crédit. C'est pourtant une nécessité prioritaire. D'autant plus que la possession d'un appartement fait partie de notre richesse. Comment faites-vous dans ce cas? Exact. Il existe des cas où il est indispensable et même recommandé de faire appel au crédit pour s'enrichir. Mais pour les utiliser au mieux, vous devez être capable d'identifier ce qui servira votre enrichissement ou votre appauvrissement. Et plus que tout, vous devez savoir comment dépenser votre argent au mieux de vos intérêts.